Michel Polaco qui nous a rejoint. Bonjour et merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes expert en aéronautique, spécialiste des questions de défense. Et nous sommes toujours en direct et pour en parler ensemble avec Arlette Chabot, avec Xavier de Giacomoni, avec Yael Gauze et avec Didier François. Avant de vous entendre, nombre de victimes, trajectoire déviée de manière inexpliquée, ce que l'on sait du crash avec Florence de Juvigny. Dans la carlingue retournée, des survivants. Tu peux te lever? Attends. Certains s'extirpent sur leurs deux jambes. L'avion est tombé. Il y a encore plein de passagers à l'intérieur. Plein. Reste assise. Une chute en piqué. De longues secondes. Avant que les pilotes parviennent à redresser l'appareil. À bord, des prières et une hôtesse de l'air qui se veut encore rassurante. Tout va bien. Tentative d'atterrissage jusqu'au crash dans un champ, à 3 km d'un aéroport. À l'arrivée des secours, plus rien de l'avant de l'appareil. À bord, ils étaient 67 passagers et membres d'équipage. Une trentaine a survécu à l'arrière de l'avion. Que s'est-il passé? L'appareil devait relier Bakou en Azerbaïdjan à la Tchétchénie. En vol, il disparaît des radars et réapparaît sur l'autre rive de la mer Caspienne. Les conditions météo ont-elles poussé les pilotes à dévier leur trajectoire? L'appareil a-t-il été touché par un missile, comme l'avancent certains spécialistes à la vue de ces impacts? Les boîtes noires devraient être prochainement analysées. Michel Polaco, donc pour des raisons encore inconnues, l'avion a dévié de sa trajectoire initiale. Quels sont les différents scénarios que vous avez en tête pour expliquer qu'il dévie de cette manière? Alors écoutez, je ne crois pas qu'on puisse parler de raisons inconnues. On sait très bien que cet avion qui allait de Bakou à Grozny a été obligé de se dérouter après avoir fait 3 tentatives d'atterrissage à Grozny. La météo était mauvaise, le plafond était bas, la visibilité était faible. Et donc ils ont essayé de se dérouter sur un terrain qui s'appelle Makachkala. Et sur ce terrain qui est au bord de la mer Caspienne, entre Bakou et Grozny, c'est-à-dire sur la route qui était suivie par l'avion à l'origine, le terrain de Makachkala était aussi difficilement praticable et c'est à ce moment-là qu'ils se sont éloignés sur la mer Caspienne pour se dérouter sur le terrain de Aktou. Et c'est là, sans doute, que leur plan de vol n'ayant pas été intégré par les systèmes de défense russes, qu'ils ont été touchés par un missile sol-air des systèmes de défense russes. Alors à partir de là, la trajectoire de l'avion n'a pas été très bien suivie parce qu'il y avait ce qu'on appelle du jamming et du spoofing, c'est-à-dire du brouillage des signaux GPS, ce qui fait qu'on n'a pas trop d'informations sur une partie de cette trajectoire. En revanche, lors de l'arrivée autour de Aktou, on sait que l'avion a survolé l'aéroport, a essayé de s'aligner pour se poser, qu'il a eu manifestement de grosses difficultés. Ils ont transmis un code transpondeur 7700 de détresse. Ils ont lancé un message et ils ont annoncé qu'ils avaient des difficultés pour contrôler l'avion. Évidemment, puisque l'avion avait été touché par de nombreux éclats de l'explosion du missile anti-aérien et les commandes de vol, très probablement, de cet avion avaient été rendues incapacitaires. Donc l'équipage avait très peu d'éléments pour arriver à diriger son avion. On voit une trajectoire très aléatoire, très perturbée, montant, descendant, virant légèrement. Ils n'avaient en fait que la puissance des moteurs pour pouvoir diriger leur avion, ce qui est très peu de choses. Manifestement, les commandes de vol étaient inopérantes. Et c'est dans ce contexte qu'en essayant de rejoindre l'aéroport, qu'ils n'ont pas pu redresser l'avion, on le voit à la fin, et l'avion descend, et il leur a manqué quelques degrés d'assiette pour pouvoir cabrer légèrement l'avion, ce qui aurait permis
un atterrissage en catastrophe sans doute, mais avec beaucoup moins de victimes, ou peut-être même de rejoindre la piste. Voilà, je crois que c'est le scénario le plus cohérent à partir de toutes les informations dont on dispose maintenant. Voilà, alors vous nous avez éclairé, mais quand je parlais des raisons encore inconnues, c'est qu'il y a quand même eu plusieurs versions. La météo, les oiseaux, on en parlait sur ce plateau, mais vous avez clarifié les choses. Sottises. Voilà, les oiseaux, c'est des sottises parce que quand un avion avale des oiseaux, il perd la puissance de ses moteurs. Éventuellement, il a des débris sur son cockpit, sur son pare-brise. Il est même arrivé que des pilotes soient blessés, mais pas les deux. Et on ne perd pas les commandes de vol de l'avion. Donc il aurait fallu que les deux pilotes soient blessés, voire tués, pour que l'avion arrive à cette configuration. Donc ça n'est pas ça. Ça ne peut pas être ça. C'est comme l'histoire du ballon qui aurait explosé dans l'avion. Ça ne peut pas être ça. C'est obligatoirement un phénomène extérieur qui a détruit les commandes de vol de cet avion. Michel Polacco, on avance également avec vous. Merci pour la clarification. Je voudrais qu'on revoie les images des trous dans cet avion, dans la carlingue de cet avion. Beaucoup d'experts, vous le savez, disent ces dernières heures, pas de doute, il a été touché par un missile qui a fait éclater donc les billes d'acier autour. Et pourquoi pas la défense antiaérienne russe? Votre analyse, votre regard? Moi, si vous voulez, je crois à la défense antiaérienne russe parce qu'on est à la frontière de la Russie, donc dans une zone qui est protégée. Et vous imaginez en ce moment, avec la guerre en Ukraine, avec une zone qui est extrêmement protégée, donc une zone sensible, avec des gens qui sont inquiets, qui gèrent des batteries solaires avec des informations de contrôle de navigation aérienne qui leur parviennent de manière normalement à peu près régulière. Mais là, comme il y a eu un déroutement pour cause météo qui est tout à fait avéré, qui est absolument démontré, il n'y a même pas de débat là-dessus, évidemment, là, ils n'avaient pas ces informations et donc probablement, ils ont commis la grave faute de déclencher un tir sans s'être assurés de l'identité de la cible qu'ils visaient par leur tir. Voilà. Mais je crois qu'il n'y a aucun doute là-dessus et ce ne peut être que la défense antiaérienne russe parce que les Kazakhs ont aussi des moyens de défense antiaérienne, mais manifestement la trajectoire erratique de l'avion a commencé avant l'approche de la côte de la mer Caspienne à côté de Aktau. Il y a une question en plateau de Xavier de Giacomoni pour vous. Oui, bonjour Michel. Pour être bien clair, donc pour vous, l'avion a été touché au-dessus du territoire tchétchène? Pour moi, l'avion a été touché probablement au-dessus de la mer Caspienne, c'est-à-dire effectivement à l'est du territoire tchétchène. Il n'a pas été touché d'ailleurs à proprement parler. Vous savez, ces missiles solaires sont des missiles de proximité. On l'avait vu avec le MH17, l'avion de la Malaisienne qui a été abattu au-dessus de l'Ukraine par des pro-russes ukrainiens. À l'époque, le missile avait explosé à l'avant de l'avion, à côté de l'avant de l'avion et avait tué l'équipage, ce qui évidemment rendait l'avion impilotable et en plus avait provoqué, comme l'avion était très haut, une dépressurisation brutale et donc une explosion de l'avion. Là, l'avion était bas puisqu'il était en déroutement à basse altitude, à quelques milliers de pieds pour rejoindre Aktau. Donc, il n'y a pas eu de dépressurisation brutale et explosive. En revanche, le missile a explosé à proximité de l'arrière de l'avion. Et ce sont donc les commandes de profondeur et de direction de l'avion qui ont été rendues inopérantes, rendant l'avion absolument impilotable, ou en tout cas extrêmement difficile à piloter. On a vu le résultat. Alors, pour qualifier les choses, est-ce qu'on peut être dans l'erreur humaine, dans la faute, ou est-ce qu'on peut encore mettre sur la table l'aspect volontaire d'une telle situation, d'un avion potentiellement, est-ce que vous utilisez ces mots, abattu par la Russie? Alors moi, je dis abattu par la Russie, je dis erreur et faute, parce que je ne pense pas qu'il y avait l'intention de la part des Russes d'abattre un avion qui allait de Bakou à Grozny, avec des ressortissants russes, en plus, des ressortissants russes. Mais en revanche, il y a erreur, évidemment, mais il y a faute parce que la tâche des servants des batteries antiaériennes, c'est d'identifier les cibles avant de tirer sur les cibles. On a vu ce qui s'est passé avec les gardiens de la Révolution en Iran, lorsqu'ils ont abattu un Boeing 737 ukrainien juste à côté de Téhéran. Pareil, ils étaient dans un état d'effervescence élevé et ils ont abattu cet avion avec tous ses passagers. Là, c'est exactement la même chose. On a des gens qui servent des batteries antiaériennes et qui sont dans un état d'inquiétude important.
qui craignent évidemment leur chef et qui craignent de laisser passer une menace. Et donc, ils opèrent leur batterie antiaérienne sans s'entourer des sécurités qui sont essentielles et nécessaires. Ça s'est produit à peu près 5 fois en 25 ans. Plusieurs cas, donc, je vous ai cité en Iran. Je vous ai cité aussi, d'ailleurs, l'avion abattu iranien par les Américains. Souvenez-vous, dans le Golfe, là, il y a 40 ans. Un Airbus 300 abattu par une frégate américaine anti-aérienne. Vous voyez, c'est ce genre de confusion liée à l'inquiétude, l'angoisse et le manque de vérification. On reste ensemble. Michel Polaco, on continue ensemble. Mais Didier François, je pose la question du scénario volontaire, action volontaire, délibérée de la Russie. Est-ce qu'il faut totalement l'écarter à ce stade? Alors, action volontaire, oui, dans la mesure où les servants ont bien acquis leur cible et tiré sur leur cible sans vérifier, malheureusement, comme l'explique Michel. Donc là, c'est volontaire. Mais il n'y avait pas de volonté d'abattre un avion civil, à mon avis. Comme ça, c'est clair. Voilà. Simplement, on a un problème avec la défense antiaérienne russe sur la mer Caspienne, là, et sur la mer Noire, où on sait que, effectivement, comme l'expliquait Michel, il y a une extrême, si ce n'est paranoïa, tension de la part de toute la défense aérienne russe, qu'elle soit d'ailleurs pilotée, puisqu'on a le même problème avec leurs avions d'interception, ou que ça soit sur leurs bateaux de défense antiaérienne, parce qu'il y a de bonnes chances là que ça soit un Buk, mais on est un peu loin de la Terre, donc il se peut aussi que ça soit ce type de missile soit tiré depuis un navire qui était en Caspienne. C'est même l'hypothèse aujourd'hui sur laquelle travaillent les spécialistes. Mais on voit bien que leurs règles d'engagement aujourd'hui sont extrêmement, extrêmement lâches. Normalement, les règles d'engagement font qu'on ne tire sur une cible que pour la détruire après s'être assuré qu'elle était une menace ou un ennemi. Et on a ce problème-là parce que, par exemple, on a aussi, par exemple, des avions de l'OTAN qui survolent cette zone-là pour faire du renseignement, pour faire de l'appréciation de situation, et ils ont le droit parce qu'on est sur des eaux internationales et dans des... Voilà. Donc, on voit bien que là, le problème de la défense antiaérienne russe, depuis le début de la guerre, et c'est bien le problème qu'on avait eu avec le MH17, depuis le début de la guerre en Ukraine, et qui n'a pas simplement commencé en 2022, mais depuis 2014, on a un vrai sujet avec eux, c'est que leurs règles d'engagement sont extrêmement lâches, comme leurs règles, on le voit, ils font des manœuvres d'interception sur les avions occidentaux qui sont extrêmement risqués dans leurs approches et dans leur façon de faire. On a eu des tirs aussi, rappelez-vous, sur des drones américains au-dessus de la mer Noire. On a eu des illuminations d'avions AWACS, donc d'avions radars français, ce qui fait que maintenant tous les avions militaires de transport ou d'observation français sont accompagnés par des patrouilles de Rafale, parce qu'on a ce problème-là avec l'aviation russe. Donc on a un sujet quand même sur les règles d'engagement extrêmement lâches et les ordres donnés à la défense aérienne russe qui ne correspondent pas aux règles internationales. Ça, c'est un sujet. Yael Gauze, c'est une question, c'est ça, pour Michel Polaco? Question de Béotien pour Michel Polaco. Bonjour Michel. Est-ce que ça veut dire que le ciel est devenu dangereux pour les civils dans toute cette zone, et à quel point le conflit russo-ukrainien est intégré par nos compagnies françaises dans cette zone? Alors le ciel dans ces zones est devenu très dangereux, il n'y a aucun doute. Je dirais qu'on en a fait l'expérience en 2014 avec le MH17 abattu au-dessus de l'Ukraine, alors que on pouvait se douter que le risque existait, puisque déjà 17 appareils à l'époque avaient été abattus, des appareils militaires, tantôt russes, tantôt ukrainiens, etc. Mais enfin, on savait que 17 appareils, avions et hélicoptères avaient déjà été abattus dans le ciel d'Ukraine, et pourtant, il n'y avait pas de consigne internationale interdisant le survol de l'Ukraine. C'est comme ça que cet avion malaisien, le MH17, la même année que la disparition du MH370, les 2 fois des Boeing 777, a été abattu dans le ciel d'Ukraine par des pro-russes dans le Donbass. Mais il n'y a pas que cette région. Et alors depuis, évidemment, il y a eu des consignes qui ont été données au niveau international, mais les consignes arrivent toujours en retard par rapport aux situations politiques. Et il n'y a pas que cette région. Alors maintenant, on sait que tout ce qui entoure Israël, le Liban, la Syrie, l'Irak, l'Iran doit être évité, et même s'il y a des corridors qui sont considérés comme plus sûrs,
ces corridors, ça arrive qu'on s'en éloigne, ou bien il peut arriver, comme on l'a vu récemment, que des avions de ligne se retrouvent au-dessus ou en dessous des lignes de feu de missiles iraniens tirés sur Israël, par exemple. Donc oui, vraiment, ces zones civiles sont des zones dangereuses pour les avions civils, pour les passagers civils, et donc on est obligé de se dérouter, d'utiliser des routes aériennes qui sont de plus en plus rares, parce que là, la zone entre le Proche-Orient et le Moyen-Orient est quand même extrêmement large, et le sud de la Russie, la mer Noire, la mer Caspienne, fait des zones très larges à contourner, et qui sont des zones véritablement dangereuses. Arlette Chabot, oui. Oui, Michel, question. Il est assez peu vraisemblable que la Russie reconnaisse la vérité. On peut rêver, mais c'est pas vraisemblable. Et il va falloir fournir une version officielle. Si on vous demandait de faire une proposition aux autorités russes et autres d'Azerbaïdjan pour définir une position officielle, quel serait votre conseil? À part les oiseaux. Moi, je pense qu'il n'y a pas de... D'ailleurs, je suis en accord avec Didier François, avec ce qu'il disait il y a un instant. Je pense qu'il n'y a quasiment pas d'issue pour les Russes autre que reconnaître la situation. Parce que, je vous dis, en dehors de l'hypothèse d'une défense antiaérienne kazakh, qui est une hypothèse qu'on ne peut pas totalement exclure pour l'instant, a priori, la logique, c'est une défense anti-aérienne, solaire ou mer-air, puisque c'est possible que ça ait été tiré depuis un bâtiment en mer Caspienne, opéré par les Russes. On va avoir des informations de plus en plus précises en décryptant les boîtes noires, même si l'équipage, semble-t-il, ne s'est pas bien rendu compte de ce qui lui était arrivé. Il a vu les effets sur le pilotage de l'avion, mais il n'a pas parfaitement compris, je pense, ce qui lui était arrivé avec ce missile qui a explosé à proximité de l'empennage de l'avion. Mais je pense qu'il va être prouvé de manière assez évidente que ce sont des missiles russes. De toute façon, il va y avoir des débris qui vont être ramassés. Les Kazakhs sont des gens qui vont être obligés de jouer le jeu international des enquêtes accidents sur les catastrophes, parce que sinon ils vont être mis au banc de l'Organisation internationale de l'aviation civile. Donc, si vous voulez, ces catastrophes doivent obligatoirement être attribuées, même si elles ne sont pas revendiquées. Est-ce qu'on peut s'arrêter un peu plus longuement, s'il vous plaît, Michel Polaco, sur l'enquête précisément? Vous avez raison. Comment ça va se passer? Comment ça se passe à partir de maintenant? C'est international, c'est ça? Et qui va chercher quoi? Alors, c'est la règle fixée par l'article 13 de la Convention de l'OACI, qui définit que le pays où s'est produit l'accident, c'est-à-dire le pays d'occurrence, en l'occurrence le Kazakhstan, est chargé de l'enquête. Ensuite, excusez-moi, il est obligé d'associer à cette enquête tous les pays contractants et concernés, c'est-à-dire en l'occurrence il va y avoir la Russie, il va y avoir l'Azerbaïdjan, puisque l'avion était un avion portant les couleurs de l'Azerbaïdjan, il va y avoir le Brésil, puisque c'est le pays constructeur de l'avion, il va y avoir les États-Unis, puisque les moteurs de l'avion, les CF6, étaient des moteurs CJ6, je crois, étaient des moteurs américains. Donc tous ces pays-là vont obligatoirement, si les règles sont respectées, participer à l'enquête, et donc vont disposer de tous les éléments, notamment les constatations sur l'épave, sur les éléments d'épave, et les constatations, les enregistrements des boîtes noires. Donc toutes ces informations doivent leur être communiquées, et normalement les Russes devront leur communiquer aussi les informations de l'ATC, c'est-à-dire du contrôle aérien, avec les traces radars, les informations de contrôle, c'est-à-dire les échanges avec les tours de contrôle, etc. Voilà comment ça doit se passer. Normalement, un pré-rapport doit être diffusé dans les 30 jours, c'est la règle. Et en tout cas, un rapport final doit être diffusé dans les 12 mois, c'est la règle. On peut dire que lorsque, par exemple, le MH17 a été abattu, ce sont les Hollandais qui ont finalement fait l'enquête parce que les Ukrainiens ne possédaient pas des moyens techniques permettant de faire l'enquête. Il est resté un petit doute sur l'origine des tireurs. On sait qu'ils étaient situés sur le territoire ukrainien, mais c'était très probablement des pro-russes. C'est ce qui a été la conclusion de ce rapport, sans qu'on puisse en faire la démonstration précise. Mais enfin, c'était quand même très clairement dit. Le rapport, en tout cas en lui-même, techniquement, était remarquablement, je l'ai ici d'ailleurs, et remarquablement bien fait.
Merci beaucoup Michel Polaco d'avoir été avec nous pour répondre à nos questions très précisément. Merci beaucoup, c'était précieux. Juste, tout est dans les normalement. Normalement, la Russie doit transmettre le rapport, doit transmettre les informations. Imaginez-vous un instant que la Russie, effectivement, joue le jeu de cet exercice de transparence. Alors oui, après, encore une fois, la difficulté, c'est que jusqu'à 2024, même s'il y avait 2022, même s'il y avait des tensions, la Russie avait décidé de jouer le jeu des relations internationales multipolaires et donc participer au Conseil de sécurité de l'ONU et à tout le reste. Le problème, c'est que Vladimir Poutine s'est mis dans une logique de rupture. Donc ça dépend de lui. Et honnêtement, tout le monde adorerait qu'il revienne dans le jeu international. On l'a vu sur la question de l'antiterrorisme, quand on a essayé de coopérer avec lui après un attentat à Moscou, on lui a donné des informations, il n'en voulait pas. Donc en fait, c'est la Russie qui a décidé de s'exclure elle-même de cette logique-là depuis, non pas le début de la guerre en Ukraine, puisqu'elle a commencé en 2014, mais depuis le début de l'invasion massive par la Russie, où là, ils ont décidé de franchir le pas en tant qu'État, et pas simplement de soutenir des groupes pro-russes. Donc on voit bien qu'on est dans une logique là où honnêtement on n'a pas de réponse. Ça va dépendre de la décision du Kremlin. Par ailleurs, attention, c'est quand même une zone qui, je vous le rappelle, est un tout petit poil sous les regards et les attentions de tous les services de renseignement occidentaux qui traînent dans le coin, parce que c'est quand même assez proche. Voilà. Donc, même si les Russes ne donnent pas un certain nombre d'informations, les informations, il n'y a pas que qui les ont. Oui, effectivement, intéressant. Intéressant à reconnaître, oui. Il y a plusieurs points. Il y a d'abord Kadyrov qui va devoir donner des informations, le leader tchétchène, à Vladimir Poutine, parce que ça s'est quand même passé au-dessus de la Tchétchénie ou en mer. Alors ça, on verra, ça c'est intéressant, parce qu'effectivement, si c'est une vedette russe en mer Caspienne, les choses sont un petit peu différentes. Mais il y a la nationalité de l'avionneur. C'est un avion brésilien, un Embraer 190. Vous savez que le Brésil fait partie des BRICS, donc il y aura peut-être des rapports avec Vladimir Poutine qui vont être un peu plus souples que si c'était un Airbus ou un avion américain. Mais effectivement, moi je suis assez d'accord avec Didier et Michel Polaco, les évidences sont là. Quelle voie va choisir la Russie ? Je ne vais pas lire dans le mar de café, on va voir dans les prochains jours, mais c'est en tout cas très difficile à réfuter. Autant le MH17, il pouvait y avoir confusion, qui a tiré, depuis quel endroit, avec quel matériel, puisqu'ils avaient le même matériel. C'est sur la ligne de front. Les séparatistes du Donbass et les forces armées ukrainiennes. Donc la question a pu être posée. On a maintenant la vérité, ce sont les séparatistes qui ont tiré, c'est affirmé par la justice. Là, les choses paraissent plus évidente.